Bonjour à tous et bienvenue sur Résumé de Movie. Aujourd'hui, nous plongeons dans les coulisses les plus sombres d'Hollywood, un monde où les projecteurs cachent bien plus que de simples secrets de tournage. Nous allons explorer une histoire fascinante et souvent méconnue, les liens étroits et troubles entre le crime organisé, le blanchiment d'argent et la production de certains des plus grands films que nous avons tous aimés. Vous êtes-vous déjà demandé d'où venait réellement l'argent qui finançait ces productions spectaculaires, ces blockbusters au budget colossaux? La réponse est parfois bien plus complexe et bien plus sinistre qu'on ne pourrait l'imaginer. L'histoire d'Hollywood est indissociable de celle de l'Amérique, avec ses rêves de grandeur, mais aussi ses parts d'ombre. Dès les premiers jours du cinéma, alors que les studios commençaient à peine à prendre leur essor, le besoin de capitaux était immense. Construire des décors, payer des centaines de techniciens, engager des stars naissantes, tout cela coûtait une fortune. Les banques traditionnelles étaient souvent frileuses à l'idée d'investir dans une industrie aussi nouvelle et volatile. C'est dans cette brèche que certains personnages peu recommandables ont vu une opportunité en or. Pour la mafia et d'autres organisations criminelles, qui se retrouvaient avec des montagnes de liquidités issues de leurs activités illégales, le cinéma représentait le véhicule de blanchiment parfait. Une industrie où les budgets sont notoirement opaques et où les dépenses peuvent être facilement gonflées. Comment cela fonctionnait-il concrètement? Le principe du blanchiment d'argent est simple, faire passer des fonds d'origine illicite pour des revenus légitimes. Dans le cinéma, cela pouvait prendre plusieurs formes. Un gangster pouvait investir officiellement une certaine somme dans un film, mais en réalité, il injectait des millions de dollars en liquide. Ces millions supplémentaires étaient alors perdus dans les coûts de production. On déclarait avoir payé des figurants qui n'existaient pas, acheté des matériaux de construction à des prix exorbitants à des sociétés écrans, ou encore loué du matériel à des tarifs surévalués. Le film pouvait même faire un flop au box-office, ce n'était pas grave. L'objectif n'était pas toujours de faire un profit, mais de nettoyer l'argent. Une fois le film terminé et distribué, les fonds, même réduits, revenaient à l'investisseur sous la forme de revenus légitimes de l'industrie cinématographique. L'argent sale était devenu propre, prêt à être réinvesti dans l'économie légale sans attirer l'attention des autorités. L'un des cas les plus célèbres est celui du film Gorge profonde en 1972. Bien que n'étant pas un film hollywoodien traditionnel, son financement est un cas d'école. Une grande partie de son budget très modeste provenait directement de la famille Colombo, l'une des 5 familles de la mafia new-yorkaise. Le film a rapporté des centaines de millions de dollars pour un coût de production dérisoire, et une grande partie de ses profits est retournée directement dans les poches du crime organisé, mais cette fois-ci, sous une forme légale. Cet exemple a démontré à quel point l'industrie du divertissement pouvait être une machine à cash incroyablement efficace pour ces organisations. Mais l'influence de la mafia ne se limitait pas au simple financement. Elle s'étendait également au contrôle des syndicats qui régissaient l'industrie du cinéma. Des syndicats comme l'IATSE, qui représentent les techniciens de plateau, les projectionnistes et de nombreux autres corps de métier, ont été pendant des décennies sous l'emprise de la pègre de Chicago. Des figures comme Willie Bioff et George Brown ont pris le contrôle de ces syndicats dans les années 1930. Ils utilisaient la menace de grève pour extorquer des millions de dollars aux grands studios. Les dirigeants des studios, comme Louis B. Maillet de la MGM ou les frères Warner, préféraient payer plutôt que de voir leur production paralysée. Ces paiements massifs, souvent effectués en espèces, assuraient non seulement la paix sociale sur les plateaux, mais ils permettaient aussi à la mafia de s'assurer que ses intérêts étaient protégés. Ils pouvaient influencer le casting, imposer l'embauche de certaines personnes ou s'assurer que leurs films amis bénéficiaient des meilleures conditions de production. Cette infiltration était si profonde que le crime organisé avait un véritable pouvoir sur ce qui se passait à Hollywood. Un producteur qui refusait de coopérer pouvait voir son tournage soudainement perturbé par des problèmes techniques inexpliqués, des accidents de matériel ou des grèves spontanées de son équipe. Le lien entre les gangsters et les stars était également une réalité. Certains acteurs et actrices entretenaient des relations amicales, voire professionnelles, avec des figures du grand banditisme. Frank Sinatra, par exemple, a été toute sa vie soupçonné d'avoir des liens étroits avec des chefs mafieux comme Sam Giancana. Ces connexions n'étaient pas toujours malveillantes. Parfois, elles relevaient simplement d'une fascination mutuelle entre deux mondes qui cultivaient le pouvoir et l'image publique. Les gangsters aimaient le glamour et le prestige associés aux stars de cinéma, et certaines stars étaient attirées par l'aura de pouvoir et de danger qui émanait de ces hommes. Cependant, ces relations pouvaient aussi servir des intérêts très concrets. On raconte que la mafia aurait aidé Sinatra à se libérer d'un contrat qui le contraignait au début de sa carrière, ou encore qu'elle aurait persuadé un producteur de lui donner le rôle qui lui a valu un Oscar pour le film Tant qu'il y aura des hommes. Dans les décennies qui ont suivi, les méthodes sont devenues plus sophistiquées. Avec la mondialisation du cinéma, les schémas de blanchiment d'argent ont pris une dimension internationale. Les productions hollywoodiennes sont souvent des coproductions impliquant plusieurs pays, avec des montages financiers d'une complexité extrême. Ces montages, avec leurs multiples sociétés écrans basées dans des paradis fiscaux et leurs flux financiers transfrontaliers, offrent un terrain de jeu idéal pour dissimuler l'origine de fonds douteux. Il devient alors extrêmement difficile pour les enquêteurs de remonter la piste de l'argent. Un exemple plus récent qui a secoué Hollywood est l'affaire du film Le Loup de Wall Street.
La société de production derrière ce film, Red Granite Pictures, a été accusée d'avoir été financée par des fonds détournés du fonds souverain malaisien MLB. Des milliards de dollars auraient été siphonnés de ce fonds d'investissement public par des responsables corrompus et leurs associés. Une partie de cet argent, plus de 100 millions de dollars, aurait servi à financer le film de Martin Scorsese, ainsi que d'autres productions comme Dumb and Dumber. L'ironie de la situation est mordante, un film qui dépeint les excès et la corruption de la finance a lui-même été financé par un vaste scandale de corruption internationale. La société de production a finalement accepté de payer une amende de 60 millions de dollars au gouvernement américain pour régler l'affaire. Ce scandale a montré que, même à l'ère moderne, Hollywood reste une cible de choix pour le blanchiment d'argent à grande échelle. Les budgets pharaoniques des blockbusters actuels, qui peuvent dépasser les 300 ou 400 millions de dollars, offrent une couverture encore plus grande pour y noyer des fonds illicites. Le processus est souvent subtil. Un investisseur étranger mystérieux propose de financer une partie importante du budget d'un film. Pour un studio en quête de capitaux, l'offre est alléchante. Peu de questions sont posées sur l'origine exacte des fonds tant que l'argent arrive sur le compte. Cette relation trouble entre le crime et le cinéma a, paradoxalement, inspiré certains des plus grands chefs-d'œuvre du 7e art. Des films comme Le Parrain, Les Affranchis ou Casino dépeignent avec une précision fascinante les rouages de la mafia, en partie parce que leurs réalisateurs et scénaristes avaient une connaissance intime de ce milieu. Francis Ford Coppola et Martin Scorsese ont grandi dans des quartiers où la présence de la mafia était une réalité quotidienne. Ils ont puisé dans leurs souvenirs, dans les histoires qu'ils ont entendues, pour créer des œuvres d'une authenticité saisissante. D'une certaine manière, Hollywood a fini par raconter l'histoire de ceux qui l'avaient financé dans l'ombre. Aujourd'hui, les studios et les autorités sont beaucoup plus vigilants. Les lois anti-blanchiment sont plus strictes et les vérifications sur l'origine des fonds sont plus poussées. Cependant, l'ingéniosité de ceux qui cherchent à nettoyer leur argent sale est sans limite. De nouvelles méthodes apparaissent, utilisant les crypto-monnaies ou des montages financiers encore plus complexes via des plateformes de streaming et des productions destinées uniquement au marché numérique. La bataille est loin d'être gagnée. L'histoire de l'argent sale à Hollywood est donc une saga complexe, faite de glamour et de corruption, de chefs-d'œuvre et de crimes financiers. Elle nous rappelle que derrière la façade étincelante de l'usine à rêves se cache parfois une réalité bien plus sombre, où l'art et le crime se sont côtoyés de manière dangereuse. C'est un héritage qui fait partie intégrante de l'ADN d'Hollywood, une tache indélébile sur la pellicule dorée de son histoire. La prochaine fois que vous regarderez un film au budget colossal, vous vous demanderez peut-être d'où vient vraiment l'argent. Voilà pour cette plongée dans les secrets financiers d'Hollywood. J'espère que cette vidéo vous a plu et vous a appris des choses. Si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner à Résumé de Movie pour ne pas manquer nos prochaines explorations des coulisses du cinéma. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt.